mais l'art de cet homme. Il s'appelle Félix Moumié, il n'est pas suisse, il est camerounais, mais son histoire est très suisse puisque c'est à Genève que son destin va basculer. Chez nous, là, à 500 mètres à vol d'oiseau de notre bureau des affaires déterrées, c'est là qu'il va se faire empoisonner un soir de 1960. Il aura 35 ans. Quand je suis entrée ici et quand on m'a présenté mon mari, j'ai vu que c'est un corps, c'est un cadavre. Je vous raconte toute l'histoire, mais pour ça on aura besoin de faire une escale à Paris. On ira voir Karine Ramondi et elle a une passion, les assassinats politiques. Ah bah oui. Si cette histoire vous fait penser à d'autres, écrivez-les en commentaire, donnez-nous des idées pour nos prochaines affaires à traiter et surtout, la prochaine fois que vous irez au resto, contrôlez bien ce qu'il y a dans votre verre. Pour tout de suite vous plonger dans l'ambiance, Félix Moumié naît ici en 1925 à Fumban au Cameroun. Pendant longtemps, c'est l'Allemagne qui a fait sa loi au Cameroun. Échanges commerciaux avec l'Europe, déportation d'esclaves, mission catholique, la parfaite panoplie du colon de l'époque. Mais depuis la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a pris de grandes décisions. L'ancêtre de l'ONU, la SDN, a retiré le Cameroun à l'Allemagne et l'a partagé aux winners. Un grand morceau pour la France, un plus petit bout pour le Royaume-Uni. Non mais parfois faut pas s'étonner que ce soit encore le chenille 100 ans plus tard. Voilà, je vous ai plongé dans le contexte. Pour celles et ceux qui sont plutôt là pour qu'on leur raconte un mystérieux empoisonnement, n'ayez crainte, ça arrive. Félix Moumié, bien avant d'être empoisonné en Suisse, grandit au Cameroun. Il fait ses études au Congo et au Sénégal, en mode Erasmus de l'époque. Sauf que sa famille est plutôt pauvre, et ses études, il se les paie tout seul, en travaillant comme domestique. Quand il rentre au Cameroun, il a 22 ans, il est déjà médecin diplômé, plutôt brillant à l'école, Moumié. Il est immédiatement affecté dans une petite ville qui s'appelle Lolodorf. Dorf comme village en allemand, c'est bien la preuve qu'ils sont passés par là. La même année, il fait une rencontre importante, Ruben Umniobe, un dirigeant de l'UPC. L'UPC? Rien à voir avec ça, ni ça. UPC comme Union des populations du Cameroun, un parti politique qui ne veut qu'une chose, l'indépendance. Renvoyer les colons anglais et français à la maison. On est en 1948. Félix Roland Moumié, c'est important de donner tous les prénoms, ça fait plus sérieux. Félix Roland Moumié a 23 ans et il rejoint l'UPC, c'est là que tout commence. Toujours à Lolodorf, il rencontre Marthe, sa future femme. Elle a 16 ans et se forme comme infirmière. Elle est Boulou, il est Bamoun, deux ethnies différentes au Cameroun. Ça rend le mariage un peu plus compliqué, mais ils finissent par convaincre leur famille. Elle raconte là-dedans un Félix Moumié fan absolu de bouquins, ultra curieux. Ce qui est par contre relativement exceptionnel pour l'époque, c'est que très rapidement, Félix Moumié va entraîner dans son sillage et dans sa formation politique sa femme, ce qui n'a pas été le cas de tous les leaders, et qui globalement va l'amener à la politique, à la conscientisation politique. Elle va devenir sa secrétaire, son assistante, il va lui conseiller des lectures. Les deux lisent ensemble Le Monde, Libération, L'Humanité. Elle est chargée de rédiger des résumés de l'actu qu'il lit quand il revient du cabinet. Pour faire taire ces trublions, l'administration coloniale française affecte le docteur Moumié dans des régions toujours plus reculées, histoire de limiter ses activités politiques. Vers 1954, ça fait plus de 5 ans que le couple milite, et Félix Moumié commence à être surveillé par les services secrets français. La tension monte au Cameroun, et au mois de mai 1955, ça explose. On parle de centaines de morts. Ce qui est sûr, c'est que les locaux de l'UPC, par exemple, sont pillés. On a véritablement des scènes de violence. Et c'est d'autant plus tragique parce que c'est tragique nationalement, mais c'est aussi tragique internationalement, parce que désormais l'UPC est un parti politique qui est donc interdit et qui ne va plus véritablement bénéficier du même soutien et de la même audition à l'ONU. Le pouvoir colonial dissout l'UPC. Tous les dirigeants du parti s'exilent. Pour Marthe et Félix Moumié, ce sera la Guinée, Conakry. C'est là qu'ils trouveront refuge. Alors en 1959, quand l'indépendance est proclamée pour le Cameroun, on pourrait se dire que Félix Moumié a enfin ce qu'il veut. Mais non. Pour lui, l'indépendance reste de façade. C'est un fait que le Cameroun sera indépendant le 1er janvier 1960. Mais il s'agit d'une indépendance nominale et non d'une indépendance effective. Or,
l'Union des populations de Cameroun, d'accord avec le peuple camerounais, revendique l'indépendance effective. Ahidjo, le nouveau président, est un pur produit de l'administration coloniale et tout laisse penser que la France a encore ses deux bottes au Cameroun. La personnalité d'Ahidjo est une personnalité qui a été choisie par les Français. Elle n'incarne pas un choix politique de la part des Camerounais en tant que tel. Donc il apparaît véritablement comme une personne parachutée pour servir les intérêts français. Et c'est cette année-là, 1960, que Félix Moumié arrive en Suisse. Il est à Genève pour faire parler de son combat politique, c'est le but du voyage. Il est là sans savoir qu'il vit ses derniers jours. Il rencontre des diplomates chinois, il achète des armes qu'il espère acheminer jusqu'au Cameroun. Et juste avant de prendre son avion du retour, il se dit « Tiens, si j'acceptais cette invitation de ce journaliste qui insiste tant pour m'interviewer ?» Et ce sera son dernier repas. C'est l'automne 1960. Genève est presque celle qu'on connaît aujourd'hui. Même jet d'eau, même brouillard, presque même concentration de diplomates et d'ONG. Félix Moumié est dans la ville depuis 10 jours déjà. Des rencontres professionnelles, du boulot, mais du fun aussi, il semble. Félix Moumié dépense sans compter. Il loue par exemple une voiture avec chauffeur. Près de 80 000 francs dépensés en 10 jours seulement. Des faux airs de liberté, parce que même à Genève, Moumié sait qu'il est menacé. Le 14 octobre, Moumié a donc rendez-vous avec un journaliste. Son nom, William Bechtel. Ils se connaissent à peine, ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt au Ghana. Le journaliste avait déjà lourdement insisté pour cette première rencontre et depuis, il ne veut qu'une chose, revoir Moumié. Il se montre très intéressé à relayer les causes de l'UPC. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Et ça tombe si bien parce que Moumié veut justement communiquer sur son combat. Il se voit dans une agence de presse le 14 et fixe un souper pour le lendemain, le samedi soir, le 15 octobre. Un cadre de l'UPC doit les accompagner. Jean-Martin Tchapchet, une table pour 3 est réservée au Plat d'Argent, un resto chic en vieille ville de Genève, Grand Rue 4. Les 3 s'assoient. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors non, ceux que vous voyez là ne sont pas Moumié, Bechtel, mais des policiers genevois en pleine reconstitution de la scène. Félix Moumié s'installe ici et commande un pastis. Un Pernod pour être exact. Et rapidement, il est demandé au téléphone. Ça l'étonne, puisqu'il n'a averti personne de ce dîner. Mais il se lève, il prend le téléphone, et là, plus personne au bout du fil. Pendant ce temps, William Bechtel divertit Tchapchet en lui montrant des photos, des articles de journaux, et c'est à ce moment-là qu'il verse, ou qu'il aurait versé, du poison dans le verre. Je parle au conditionnel parce que dans cette affaire, une fois de plus, la vérité est comme une anguille, extrêmement difficile à attraper. Quoi qu'il en soit, Félix Moumié ne boit pas son verre. Peut-être qu'il se méfie après l'étrange téléphone. Le plan est à 2 doigts d'échouer. William Bechtel divertit encore la tablée et cette fois il empoisonne le verre de vin de Moumié. Et Moumié boit son vin. Précisons qu'ils ont bu 4 bouteilles de vin entre les 3 ce soir-là au Plat d'Argent. Et Félix Moumié finit par boire quand même ce pastis qui traînait là sur la table depuis le début de la soirée. Avec une double dose de poison dans l'estomac, il quitte le restaurant à 23 h. La nuit, Moumié la passe avec Liliane. Liliane, c'est son amante genevoise. Il l'a rencontrée quelques mois auparavant. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est travailleuse du sexe. Et retenez bien son nom parce que Liliane sera surprenante dans cette histoire. Et vers 5h30 du matin, il se sent très mal. Des maux de ventre extrêmement violents et un début de paralysie des jambes. Liliane l'emmène dans une clinique privée, mais son état ne fait qu'empirer. Il est rapidement transféré aux hôpitaux universitaires genevois. Avant de plonger dans le coma, Félix Moumié prononce 3 mots. Thallium, c'est le poison qu'il sent dans ses veines. La main rouge, c'est l'organisation qu'il soupçonne. Et empoisonnement. Bah ça, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Avez-vous de la famille, Madame Moumié? J'ai une fille de 10 ans. Et vous avez appris la mort de votre mari dans quelles circonstances? Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. À ce moment-là, son épouse Marthe est restée en Guinée. Avec les bras droits de Moumié, elle tente de sauter dans un avion. Mais pas d'avion avant le surlendemain. On imagine cette interminable attente avant de pouvoir décoller. Le président de l'UPC, Félix Moumié, se trouve entre la vie et la mort. Pour ce documentaire de Franck Garbelli, qui est sorti en 2005, c'est-à-dire 45 ans après l'empoisonnement, Marthe Moumié revient au HUG et elle revit le moment où elle était venue au chevet de son mari. Quand je suis arrivée, il était là, couché, les yeux fermés, les bras croisés, tout. J'ai vu qu'il est mort. Il ne vivait plus. Quand il est arrivé, il a dit on m'a empoisonné
Le thallium a été mélangé à du Pernod. J'ai eu un goût qui était bizarre. Je sais que c'est ça. Et les examens donnent raison à l'intuition de Moumié. C'est bien du thallium qui coulait dans ses veines. Et à l'époque, on était très désarmés.